BFM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. La libre antenne de l'économie, soyez les bienvenus pour cette dernière partie de l'émission jusqu'à 13h30, 90 minutes business. Avec vous, on vous pose un sujet de vie en entreprise. On y répond avec des experts pendant une demi-heure en direct. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on est nombreux à être concernés sur cette question. Le syndrome de l'imposteur, comment le vaincre? Posez-nous vos questions si vous êtes concernés, si vous voulez une méthode pour vous en défaire surtout. On est là pour répondre à vos questions. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. On répond à vos questions dans la demi-heure qui suit. Faites-le maintenant, comme ça on a du temps. On est en direct donc sur BFM Business, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Nos deux expertes pour répondre à cette question, Élise Bordet, présidente de l'association 2082. Bonjour Élise. Bonjour Sandra. Ravie de vous retrouver. Vous êtes avec Kautar Trojet, coach de dirigeante, aussi spécialiste de cette question. Quand vous n'êtes pas disponible au téléphone, vous êtes en coaching justement, Kautar, Exactement. n'est-ce pas? Bonjour Merci, Sandra. Merci beaucoup d'être avec nous. Parlons déjà de ce syndrome. C'est marrant d'appeler ça un syndrome, Oui. d'ailleurs, ça fait presque maladie. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une définition? Élise? On a une définition, c'est très clair. Vous savez, tous ces petits moments, Sandra, où on est là en train de se dire, est-ce que je peux vraiment répondre à cette question? Est-ce que c'est moi la bonne personne? Et où on est en plein doute, et donc on utilise tout notre esprit et notre bande passante mentale à ce moment-là pour se dire, est-ce que c'est moi la bonne personne? En fait, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment se dire, est-ce que c'est moi la bonne personne? Et en général, plus vous êtes expert, plus vous doutez de vous-même, et donc moins vous allez être capable de vous mettre en avant à ce moment-là. Et alors, il y a plein de définitions du syndrome de l'imposteur, mais c'est vraiment cette capacité à pas être sûr de soi, à vouloir mettre quelqu'un d'autre que soi en avant. Et en général, on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais plus on avance dans sa carrière, plus on s'en rend compte. Et petit à petit, il va falloir mettre en place des éléments pour lutter contre ça. Je ne sais pas si Kautar, tu as des points particuliers à mettre en avant. Kautar. Oui, alors, tu l'as très bien souligné, Élise. Donc, il y a cette capacité à ne pas croire en ses propres compétences, à douter de soi, à attribuer ses réussites à des facteurs externes plutôt qu'à ses propres mérites, et aussi cette peur d'être démasqué. Comme si on n'était pas à sa place, qu'on est une fraude, et qu'à un moment donné, ça va tomber, on va se rendre compte qu'on n'est pas à sa place. Est-ce que c'est la même chose que le syndrome de la bonne élève? Est-ce que c'est lié en tout cas? Élise? Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, mais C'est pas la lié même quand chose. même. C'est lié. Alors, le syndrome de la bonne élève, et on peut noter, on en parlait avec Kautar avant d'arriver, on dit bonne élève, on dit jamais le syndrome du bon élève. Oui, on dit oui. le syndrome de la bonne élève. On va y revenir, bien sûr. C'est totalement lié. Et le syndrome de la bonne élève, c'est il faut que je fasse tout parfaitement. Je vais faire vraiment même plus que ce qu'on m'a demandé. Tout va être nickel tout le temps. Je vais jamais accepter un iota d'improbable ou de non préparé. Je vais arriver surpréparé aux réunions. C'est ça le syndrome de la bonne élève. Et on ajoute, si je coche toutes les cases de ce qu'on m'a demandé, je vais être récompensée. Voilà, j'attends quelque chose. Je vais avoir C'est la ça gommette aussi. et je vais avoir la Le bon reconnaissance de l'extérieur. Les gens vont me valider, vont me dire bravo, tu as réussi. Et c'est lié au fait de ne pas avoir confiance en soi. Donc oui, c'est lié aussi avec le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas que un syndrome. Déjà, c'est pas un syndrome. Vous n'êtes pas malade Non, on n'est si pas vous malade, avez le syndrome de c'est un l'imposteur. sentiment, c'est une impression. Oui, c'est une peur infondée, en C'est fait, une peur. finalement. Il faut se dire, c'est une peur infondée sur laquelle il va falloir que je travaille. Mais elle est représentée aussi chez les hommes. Il y a 50% des hommes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur, mais elle est surreprésentée chez les femmes, jusqu'à 75-80%. Et c'est pas tout le temps, c'est-à-dire on peut avoir des grands moments de confiance. On peut passer 4 heures à faire une réunion qu'on mène de bout en bout en étant très à l'aise, et puis avoir un autre moment où on va pas se sentir, on va pas réussir à y aller, on va se battre contre soi-même. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une maladie, vous n'avez pas une maladie. Il y a des moments de manque de confiance et de peur infondée sur lesquels travailler. Justement, avant de trouver des solutions, voir comment on peut répondre à cette impression, cette peur, ça vient d'où? Ça vient de l'éducation, Kautar? Alors, ça vient de l'éducation. Il faut savoir que ça vient globalement de notre société.
c'est pas sur le chromosome X. C'est pas les filles naissent, elles n'ont pas confiance en elles. Les filles naissent, elles ont un syndrome de bon élève. Non. On est dans une société d'infériorisation des femmes. Oui. Et là, très jeune, à partir de 6 ans, il y a une étude dans le magazine Science qui a établi qu'à partir de 6 ans, les petites filles se sentent moins intelligentes et moins brillantes que les petits garçons. Donc, jusque 6 ans, elles se sentent à égalité. À partir de 6 ans, elles ont déjà tellement intériorisé qu'elles sont moins intelligentes que le message de notre société, qu'elles-mêmes, elles se mettent à y croire. Et donc, ça va avoir des répercussions sur leur comportement. Et on voit qu'on n'est pas dans une méritocratie, tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, à travail équivalent, il reste 4% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Pour le même travail, oui. Pour le même travail. Exactement le même travail, parce que attention. Et les femmes n'atteignent pas le même travail en général, le même job. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Il y a même par rapport à l'égalité salariale, une étude qui est tombée la semaine dernière qui disait que les petites filles avaient de l'argent de poche plus tard que les petits garçons et qu'au moment où elles en avaient, si c'était au même âge, elles avaient moins. Voilà. Donc tout cela fait que ça s'accumule et que ça amène, Élise, à ce syndrome. À ce fameux syndrome qui est terrible parce qu'en réalité, c'est là où nous, c'est pour ça qu'on vient de parler de ce sujet. Absolument. En fait. C'est là où il faut aller demander de l'aide en fait. Et c'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Comme le disait Kautar, c'est sociétal. Moi j'aime bien dire, faudrait se sentir presque femme collector, c'est-à-dire vous êtes collector de la période sur laquelle vous avez été éduqué. Il y avait une certaine pensée qui existait à ce moment-là sur comment il fallait éduquer les femmes, et souvent c'est inconscient. On passe des biais ou des infériorisations, on le fait même pas exprès. Bien sûr que tous les parents du monde veulent que leurs petites filles, elles aient les mêmes compétences et qu'elles aillent chercher les mêmes jobs après que les petits garçons. On transmet des choses qu'on a nous-mêmes reçues. Donc en fait, on est un peu prisonnière de ça pendant quelques temps, le temps de se rendre compte qu'on est vraiment prisonnière de ça. Et après, il faut passer à l'action et se dire, voilà, moi, je ne me sens pas légitime. Je vois bien que je passe une énergie mentale infinie à me battre contre moi-même alors que j'ai tous les diplômes, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je me fais aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler avec quelqu'un d'extérieur au début. C'est ça, parce que quand on entend qu'on vaut quelque chose de l'extérieur, déjà, ça commence à aller mieux. Il faut se faire coacher, c'est ce que vous faites finalement au quotidien. Kautar, vous coachez quel type de femmes ? Alors, je coach des cadres et des dirigeantes. Oui. Donc, en général, des femmes qui travaillent dans l'industrie, qui sont, si on regarde leur CV, qui sont brillantes, qui ont plein de diplômes, qui réussissent... qui ont des belles réussites dans leur carrière. Et au quotidien, ce que j'observe, c'est qu'il y a deux camps, on va dire. Il y a celles qui sont dans ce syndrome de l'imposteur, qui se demandent, oui, mais ça, c'était un peu de la chance, mais au quotidien, qui doutent elles-mêmes. Et celles-là, on travaille ensemble pour justement retrouver un sens de sécurité en elles-mêmes, pour s'ancrer en elles-mêmes et pour... se déconditionner de tout ce que la société a pu emmagasiner en nous. Toutes ces phrases qu'on se répète, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont les phrases qu'on a entendues toute notre vie. Exactement. On a vu, là, en venant sur votre plateau, on a vu des photos d'une pub de femmes en maillot de bain. Voilà, c'est ça le quotidien d'une femme aujourd'hui. Partout où on va, à tout instant, on est bombardé d'informations qui nous donne une certaine image de où est notre place. Et donc, quand on ne se conforme pas à cette place-là, on fait face à des doutes. Dans quelle situation, Élise ? Alors, j'ajoute que nous avons 2 réactions masculines, en l'occurrence, de Dimitri et de Sébastien, qui valident ce sujet qu'ils trouvent très intéressant. Élise, dans quelle situation concrète on peut ressentir en entreprise ce syndrome de l'imposteur ? C'est quoi ? C'est un nouveau projet ? C'est une grosse réunion ? C'est la négociation salariale ? C'est quoi ? Alors, la négociation salariale, c'est notre credo dans l'association. Donc, bien sûr, c'est un moment où les femmes... C'est un moment qui crispe. Et je dirais qu'il n'y a pas de moment... Tout moment peut être un moment de doute. Il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, que des femmes expertes, lorsqu'on leur demande notamment de venir dans les médias pour témoigner, elles répondent non systématiquement parce qu'elles répondent j'ai un collègue masculin qui serait bien meilleur que moi à ce moment-là. Mais
C'est un gros problème, hein, BFM Business. Je vous passe ce message. Venez, mesdames, vous êtes les bienvenues. Vous êtes aussi compétentes que les hommes. En fait, on arrive à une espèce de recherche de l'ultime. Il y aurait quelqu'un de parfait pour répondre à cette question et c'est pas moi. En fait, sur cette terre, rien n'est parfait. Faut déjà accepter ça. Sur cette terre, rien n'est parfait. Donc, tous les moments du quotidien peuvent être des moments où on se sent pas à sa place, pas légitime. Ça peut être, vous avez décroché une super promotion. Et pourquoi moi ? Et pourquoi pas l'autre collègue ? Et pourquoi ceci ? Si vous commencez à vous poser la question, mais pourquoi moi ? Mais si les gens vous proposent une promotion, c'est que vous méritez la promotion. Absolument. Croyez-moi que si vous ne la méritiez pas, ils ne seraient pas venus vous chercher. Donc à partir du moment où on commence à se dire, mais peut-être que je ne dois pas dire ça, que je ne suis pas la bonne personne, c'est le moment où il faut se dire, attends. Je prends de l'énergie. Et moi, j'aime bien cette notion de bande passante mentale. Moi, ça m'aide. Je me dis, dans ma journée, je suis capable de prendre 30 000 décisions. Si je passe déjà, je ne sais pas, 150 décisions pour me prouver à moi-même que je suis légitime, c'est qu'il y a un problème. L'idée, c'est vraiment de réussir à avoir une énergie maximum pour aller chercher des nouveaux projets, une évolution de carrière. Donc, en fait, tout moment peut être un moment de clé où le syndrome va ressortir. Ouais. Et effectivement, il y a des moments plus difficiles, comme la négociation salariale, où en plus, la femme sait un peu qu'on attend d'elle un certain rôle. On attend d'elle qu'elle reste un peu, qu'elle pense à la communauté plutôt qu'à elle, d'abord le groupe, ensuite la femme, qu'elle ose pas vraiment demander. C'est vrai, hein, si on réfléchit vraiment, ce qu'on a comme stéréotype, c'est une femme qui travaille très très dur, mais qui demande jamais grand-chose. Et c'est aussi l'image qu'on a, parce que les mères, souvent en plus, les femmes sont mères, donc en plus, elles font du travail invisible. Donc, en fait, il y a des moments de crispation. Et quand vous identifiez vraiment un moment où vous avez un blocage immense, il faut se dire, c'est pas de votre faute. C'est juste un moment où vous n'allez pas matcher avec ce le stéréotype attend de vous. Mais en revanche, si vous voulez faire avancer l'égalité, c'est le bon moment pour agir. Kautar, concrètement, quand vous êtes en coaching, comment vous y prenez pour progressivement faire disparaître ce syndrome ? Est-ce que ça prend plusieurs séances ? Est-ce qu'il faut du temps pour ça ? Parce que si on a 40 ans, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Donc, combien de temps ça prend et quelle est votre méthode ? Ouais. Alors, première réponse, ça va surprendre, mais ça ne prend pas 40 ans de se déconditionner de quelque chose qui a mis 40 ans à se construire. C'est important de le dire. Oui, ça peut aller très vite. Je vois parfois en une session, en 2, 3, 4 sessions, en 1 mois, 2 mois, on peut déjà beaucoup progresser. Et un truc qu'on utilise, c'est un outil de dézoomer, de dézoomer de soi, que ça soit géographiquement ou temporellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me sens pas légitime. Pourquoi ? Parce que je me focalise sur mon sentiment intérieur, interne. Mais si je dézoome de mon corps et que je vois les gens qui sont autour de moi, si je me dézoome temporellement et que je vois dans 6 mois, dans 1 an, par exemple, il y a 1 an, je stressais et je ne me sentais pas légitime pour cette autre chose que j'ai fait brillamment. Oui. Donc, quand je me projette dans 2 ans, dans 3 ans, je reviendrai sur ce moment en me disant... Mais c'était facile. C'est parce qu'on se concentre sur nos échecs, on oublie nos succès ? Complètement. Et on se concentre sur les éléments négatifs de notre quotidien et sur notre vécu actuel et présent. Donc, dézoomer, ça nous donne une perspective qu'on n'a pas sinon. Donc, dézoomer, c'est essentiel et ça, on n'en entend pas beaucoup parler. L'autre aspect actionnable directement, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi cet effet ? C'est un effet qui lie la confiance et les compétences. Et si on regarde les choses dans le détail, les gens qui ont peu de connaissances, peu de compétences sur un sujet ont paradoxalement énormément confiance en eux. On appelle ça la montagne de stupidité. Donc les gens ne sont pas conscients. Ce concept. Ouais, c'est un concept scientifique prouvé. C'est un biais. Donc les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et donc ça leur donne comme ça une confiance en eux. Et plus ils vont en apprendre sur le sujet, plus ils vont comprendre toutes les choses qu'ils ne savent pas sur ce sujet. Et ils vont atteindre ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et c'est là qu'on doute. Parce qu'on sait tout ce qu'on ne sait pas. Élise. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, des femmes scientifiques vont être très discrètes. Là, on a eu une prix Nobel très récemment sur le sujet égalité homme-femme. Mais en fait,
les femmes scientifiques ou expertes sont souvent encore plus humbles parce qu'elles ont compris que, on ne pouvait pas tout savoir et qu'on ne pouvait pas affirmer des choses comme ça, de but en blanc, sans qu'il y ait de la nuance, en fait. Et donc, je trouve, ce qui est intéressant dans les coachings de Kautar aussi, c'est d'expliquer qu'il y a toujours de la nuance et que, en fait, vous faites votre maximum, vous dézoomez, vous vous dites, à cet instant T, je suis capable de ça. Je vais essayer, je vais tout donner. C'est un peu comme jouer à la roulette ou à la machine à sous. Je mets une pièce, j'essaye, je donne tout. Et si je réussis, je réussis. Si je réussis pas, je retenterai dans 6 mois, 1 an. Et Kautar. je donne tout et je le fais pour l'équipe. Par exemple, en négociation salariale, Oui. je le fais pour toutes les femmes. C'est le mantra qu'il faut se répéter. À moi, c'est le À mantra que je me l'intérieur. suis répété pour venir ici. Je suis là pour toutes les femmes. Oui, effectivement. Non, mais il y a une action de groupe. La femme Ouais. pense collectif, Oui. beaucoup plus que l'homme. C'est obligatoire et j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que les femmes vont jouer un rôle encore plus grand sur des thématiques du bien commun, donc, réchauffement climatique, tout ça. On a besoin d'elles parce que la femme pense collectif et ça, c'est criant dans la vie au quotidien. Elle pense groupe. Il y a beaucoup de managers qui vont aller défendre leurs équipes et qui ne vont jamais aller se défendre elles-mêmes. C'est ça. Des réactions sur notre mail. Belle analyse, nous dit Ingrid. Merci Ingrid. Cette société patriarcale contribue fortement à la situation, nous dit Sabrina. Ça, on va y revenir. Quel pourcentage de femmes dans le CODIR, les CODIR et les COMEX, nous demande Sabrina. Bon, ça dépend des sociétés. Ça dépend des Élise. sociétés. Alors, j'ai pas le chiffre exact aujourd'hui en 2023 de la représentation des femmes dans les COMEX. Vous savez qu'il y a la mise en place des quotas. Oui. C'est une réflexion qui est très importante, c'est de dire si on féminise le groupe à sa tête, il va y avoir une transformation de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est aussi prouvé scientifiquement qu'il y a un intérêt économique à faire ça. C'est pas juste parce qu'on a envie que des femmes aillent au COMEX. Il a été prouvé scientifiquement que plus on a une représentation des femmes dans des groupes de décision, plus la décision qui est prise est bonne, en fait. Le quotient intellectuel d'un groupe dépend du pourcentage de femmes et corrélé au pourcentage de femmes qui sont présentes dans ce groupe. Oui, j'allais dire plusieurs femmes, hein, parce que quand il y en Ah a oui. une seule, et il y a quelques années, elles se mettaient à agir comme leurs congénères Complètement. C'est la masculins, masse et critique. c'est-à-dire- Voilà, et elles ne travaillaient pas pour le collectif de femmes en l'occurrence. Mais là, C'est ça. La bascule, change c'est aujourd'hui. 40%. 40%. Et c'est très aligné justement avec les lois Rixin qui vont imposer 40% dans les sphères, dans les COMEX par exemple. Et pour ajouter à ce point-là, il est aussi établi, donc il y a eu des études des performances économiques des entreprises et celles qui sont les plus performantes économiquement sont aussi celles où il y a le plus de femmes dans leur sphère dirigeante, COMEX et board. Donc aujourd'hui, si on revient juste à la France et qu'on s'imagine qu'à tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs, qu'on ait 40% de représentation, imaginez les points de PIB qu'on gagnerait. Et je n'ai pas le chiffre sur la représentation dans les COMEX aujourd'hui, mais j'ai le chiffre du nombre de femmes qui sont DG dans les boîtes du CAC 40. On en voit de plus en plus. Les 40. On en voit de plus en plus, mais il y en a 5 ou 6. Je crois qu'on est... L'année dernière, c'était 2 ou 3. Hein. Exactement, Ça il y a eu doucement. plusieurs, mais elles sont toutes DG. Il n'y en a aucune qui est PDG. Oui, Oui. effectivement. Ça En même avance, temps, la mais ça fonction de avance petit à PDG est souvent maintenant dissociée. Un président d'un côté, directeur général, on voit de moins en moins de PDG, donc il y a aussi cette fonction-là. Mais vous avez raison, effectivement, la très très haute, effectivement, ça manque encore. Une question qui est importante dans ce débat, parce qu'on ne veut pas faire finalement mettre les femmes face aux hommes. Hein. C'est pas Non, la pas du question tout. de cette journée, et c'est important. D'ailleurs, dans cette association 2082, Élise, qui, je le rappelle, représente la date à laquelle les femmes et les hommes seront payés la même chose. Donc c'est beaucoup trop loin, on est tous d'accord sur ce sujet, mais vous employez, enfin, des hommes travaillent à aider les femmes à briser le plafond de verre, négocier les salaires et se débarrasser de ce syndrome. Tout à fait. Nous, on a créé une association, donc, comme vous le disiez, Sandra, qui a pour but de former les femmes à la négociation de salaire, parce que justement, c'est un moment clé où on va avoir besoin d'un soutien. Donc nous, on a créé un groupe où les femmes s'entraident, où elles ont les outils nécessaires pour se préparer à ces négociations. Et on doit se préparer. C'est une compétence qui s'acquiert. On les forme aussi à la gestion de carrière et donc on les accompagne avec des coachs comme Kautar. Et vraiment, on a eu beaucoup de soutien d'hommes. Et je peux donner un exemple qui est criant et qui m'a marqué. La dernière fois que l'on est venu vous voir, Sandra, sur le même sujet, mais avec un autre angle,
après ce passage, il y a un homme qui m'a écrit et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Il m'a dit, moi, je travaille dans une entreprise en Bretagne. Je ne sais pas quoi faire sur l'égalité homme-femme, mais je veux bien vous aider. Dites-moi comment je peux vous aider. On a beaucoup d'hommes dans l'association. Le chatbot d'intelligence artificielle que l'on a créé pour entraîner les femmes comme si elles étaient en face de leur DRH ou de leur manager. C'est ça, parce qu'il faut un homme en face, c'est important. On l'a créé avec des hommes. On a des hommes dans l'association qui coachent, qui ont offert des cours. On va avoir une masterclass avec vraiment un professeur de négociation très haut niveau. Et c'est un homme qui m'a tout de suite répondu « Je comprends, j'ai eu ce retour des gens que je connais. Avec plaisir, je vous offre un échange avec vos adhérentes. » Nous ne souhaitons pas confronter les femmes et les hommes, et nous ne souhaitons pas non plus confronter les employés et l'employeur. Ouais. Nous sommes juste en train de dire, c'est un système qui a été créé au moment où effectivement il n'y avait pas de femmes dans l'entreprise, il y avait une séparation, les femmes étaient privées de la vie publique, moi j'aime bien dire ça, elles étaient dans la vie privée, mais il faut se rappeler que vie privée, c'est privé de la vie publique, et donc les femmes étaient hors du monde du travail, donc on a créé tout un système qui n'était pas fait pour elles. Maintenant on a des femmes qui prennent leur place tout à fait comme il faut, qui vraiment ont pris les choses à bras-le-corps. Il y a des femmes incroyables qui ont mené la voie et nous-mêmes, on mène la voie pour les générations qui vont arriver. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut les soutenir dans ce travail et les alliés hommes sont clés. Et l'employeur aussi est clé pour changer ce système. On peut l'adapter à l'éducation de la femme qu'elle a reçue. Et tout le monde a à y gagner. On n'est pas dans une guerre de genre. Non, c'est pas ce qu'on dit, évidemment. C'est important. C'est pas une guerre de genre. C'est une avancée, une progression de notre société et où on a tous à y gagner. Où on va gagner des points de PIB, où on aura des vies privées, vies publiques plus équilibrées, hommes et femmes, et où on sera tous à notre place. C'est pas une question de guerre. Rebecca nous dit sur LinkedIn que le sujet est passionnant. Merci Rebecca. Dominique, qui intervient souvent, nous dit « Je dois être une femme alors ». Alors, je ne sais pas exactement à quel moment cette déclaration correspond, mais bon, en tout cas, on en est ravis si vous vous sentez femme sur ces questions. Et il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi touchés par le syndrome de l'imposteur. Vous envoyez d'ailleurs dans vos coachings Kautar, où vous avez plutôt, vous, des élèves, des stagiaires, je ne sais pas comment vous les appelez, femmes. Mais alors moi, je travaille exclusivement avec les femmes parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je veux leur donner tous les outils, mais je sais que les hommes aussi ont des syndromes de l'imposteur qui peut être lié avec la nouveauté, qui peut être... Enfin, le syndrome de l'imposteur, comme on en a parlé, est lié aussi à cet effet de Dunning-Kruger qui n'a rien à voir avec l'éducation genrée qu'on peut avoir ou la société patriarcale. Et c'est une question aussi c'est une question sociale. Donc, il peut très bien y avoir des hommes, par exemple, des transfuges de classe, qui ont très bien réussi, qui arrivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas forcément, où ils étaient... c'est une question aussi sociale. Il y a plein de personnes, même des hommes, qui peuvent se sentir pas du tout à leur place. Et nous, on travaille sur ce sujet des femmes, et c'est important que tout le monde prenne un peu... se disent, voilà, on est en train de vivre tous ensemble un moment de transformation de l'entreprise. Il faut qu'on continue cette transformation, parce qu'on a d'énormes défis tous ensemble à relever. Faisons la place à la diversité, quelle qu'elle soit, même si je rappelle que les femmes sont plus de 50% de la population française, donc il faudra m'expliquer comment on inclut la plus grosse partie de la population dans un autre sous-groupe plus petit, mais bon, passons. Il faut réfléchir cette diversité, qu'elle soit au niveau des origines sociales, qu'elle soit au niveau de la place des femmes, et on a tout à gagner à transformer les sociétés, les entreprises, en fait. Quand on se remet à notre niveau de négociation, le moment où on ressent ce syndrome de l'imposteur, Kautar, une fois qu'on a identifié, qu'on a dézoomé, qu'on a pris ce recul et qu'on a identifié ce rapport entre les compétences et le fait que je peux faire n'importe quoi. Bref, quand on a identifié cette situation, quels sont les exercices que vous donnez précisément pour sortir finalement de ce manque de confiance ? C'est une discussion, c'est des exercices concrets, c'est quoi ? Ça dépend, mais c'est intéressant. Moi, je note que vous avez dit sortir de ce manque de confiance. Alors, on est, en tant qu'enfant... Alors, un enfant, pour apprendre à marcher, tombe 2500 fois. Donc, est-ce que ça l'empêche de marcher ? Non, il va se relever. Et un individu, enfant, un bébé, un enfant, a pleine confiance en lui. Si vous avez des enfants, vous le savez.
Donc, on ne va pas sortir d'un manque de confiance en soi, on va revenir à notre état de confiance en soi. Et une fois qu'on a cette confiance en soi, on ne voit plus les choses de la même façon. On n'est plus là en train de négocier pour soi-même, on est là pour faire un bilan tout à fait rationnel entre qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise et qu'est-ce que j'ai en échange. Si moi, j'apporte ABC et qu'aujourd'hui, j'apporte plus de valeur, il est totalement logique que je sois rétribuée en fonction. Et il y a vraiment cette prise de conscience où après, il n'y a pas besoin de faire d'exercice, il y a besoin de changer d'angle de vue et de revenir à sa propre confiance et pas sortir de cet état de manque de confiance. On revient à soi et on se centre. Est-ce que vous avez des témoignages, l'une et l'autre, de femmes qui y sont parvenues, qui sont allées au-delà de ce syndrome et qui ont réussi dans des situations importantes ou moins importantes à finalement passer au-delà, à aller plus loin, Élise? Alors oui, on a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai reçu encore un témoignage qui m'a beaucoup touchée d'une femme de l'association qui me disait, depuis que je fais partie de cette association, je me sens beaucoup plus soutenue par le groupe, et ça, Kautar l'explique très bien, avec aussi, en fait, quand on y réfléchit, c'est le besoin de sécurisation par le groupe. On fait tous partie d'un groupe et on a besoin de faire partie d'un groupe. Et elle disait, j'ai changé mon positionnement et je vois tout différemment. C'est vrai qu'il y a un déclic. C'est en ça. fait, il y a ce déclic. C'est une lecture. C'est une lecture différente du monde et comment j'appréhende le monde. Et avant de venir, je me disais... Est-il possible de se sentir experte du syndrome de l'imposteur? Pour se dire, est-ce que vraiment on peut se sentir experte du syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas. Mais des exemples, je pense que nous, toutes les trois autour de la table, on peut aussi être un exemple. On a toutes ressenti. Il faut aussi se dire, on l'a toutes ressenti. Même Michelle Obama le dit très bien. Je l'ai toujours ressenti, ce syndrome de l'imposteur. Je ne m'en suis jamais débarrassée. J'ai appris à le vaincre, entre guillemets, à avancer avec. Et il faut se dire aussi, il y a une des coachs de l'association qui dit... il faut apprendre à vivre dans l'inconfort. C'est-à-dire, c'est comme la négociation salariale, ça sera jamais agréable. Ça va jamais être le jour de l'année où vous allez vous dire « Waouh, super, j'y vais, je suis trop contente c'est aujourd'hui. » Non, ça va jamais arriver. Par contre, c'est un moment que vous allez avoir préparé, vous allez y aller. Et donc, voilà, il faut changer son positionnement et puis il faut se préparer et puis se dire « Je suis pas à l'aise, bah, il faut le faire quand même. » Ouais, c'est ça. Kautar, vous avez aussi des exemples précis en tête? Oui, alors moi, ce que j'observe, tout à l'heure, on a parlé justement, j'ai dit, j'ai des clientes qui sont dans le syndrome de l'imposteur et j'ai des clientes qui sont post-syndrome de l'imposteur. Ça, c'est très intéressant parce qu'on n'entend pas parler si souvent que ça. On a encore des manifestations visibles du patriarcat. Et aujourd'hui, quand on a dépassé son syndrome de l'imposteur, quand on est en entreprise, qu'on a confiance en soi, on ne correspond plus tout à fait à la place qu'on attend de nous. Et il y a un biais, il y a deux biais auxquels je pense. Le biais de sympathie, qui est le fait qu'une femme qui est assertive, qui est en confiance dans son leadership, va perdre des points de sympathie de la part de son équipe ou de l'entreprise parce qu'elle ne va plus être dans ce rôle qu'on attend d'elle. Quand un homme, lui, va gagner des points de sympathie. Et là, encore une fois, il s'agit d'apprendre à trouver le soutien là où on va le recevoir et pas auprès de personnes qui vont nous renvoyer l'image qu'ils attendent de nous, qui vont nous dire « mais pour qui tu te prends ? Pourquoi tu te comportes comme ça ?» Et souvent, les femmes qui demandent des augmentations, c'est un chiffre, les femmes qui demandent des augmentations se les voient davantage refusées que les hommes. Donc c'est là qu'on voit aussi les limites de notre système et c'est là où les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, doivent accompagner les femmes à sortir du syndrome de l'imposteur et doivent accompagner les structures à sortir de leur biais de genre pour que les femmes puissent s'épanouir. C'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, même être coaché, c'est vrai qu'il y a toujours en face de vous une personne et un système encore aujourd'hui. Même, voilà, évidemment, et il faut aussi que les entreprises fassent ce travail. Il va falloir revenir, mesdames, parce que c'est déjà terminé cette demi-heure consacrée à ce syndrome de l'imposteur. On vous a donné quelques clés. Élise Bordet, l'association 2082, quoi qu'il arrive,
Life travaille sur ces questions. On s'inscrit, c'est ça ? Vous vous inscrivez et après, vous êtes accompagné avec des coachs et 4 mois de formation pour apprendre à négocier votre salaire. Voilà, c'est important. Faites-le. Vous voyez, ça peut vraiment débloquer des portes et on peut retrouver notre confiance d'enfant. Merci Kautar Trojette aussi d'être venu nous voir, coach des dirigeantes. On vous reverra évidemment dans cette partie d'émission. Ce sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.